À quoi sert une école en 2050 ? À semer des graines de connaissances. Je ne sais pas comment vous représentez l'ensemble des connaissances humaines. Pour ma part, je les vois comme une immense forêt. Chacun d'entre nous est une parcelle de cette forêt. Et les plantes, les arbres que nous laissons pousser sur cette parcelle sont les savoirs que nous maîtrisons assez pour être capables de les enseigner aux autres. Il y a des plantes qui poussent spontanément, par contact, comme des recettes de cuisine ou de bricolage. D'autres qui demandent à être semées, parfois dans l'enfance, par l'école ou l'université. Il y a des arbres d'astronomie, des arbres de littérature médiévale. Il y a des arbres dont les fruits sont indispensables à la survie matérielle de l'humanité. Ce sont des arbres de science et de technologie. Il y en a d'autres dont le bois est si solide qu'il permet de construire des maisons extrêmement durables. Ce sont des arbres de sagesse. Il y a enfin des arbres dont la seule utilité est de produire des fleurs magnifiques aux parfums délicieux. Ce sont des arbres d'art et de poésie. Les graines qui donnent la vie à ces arbres, ce sont des livres, certains livres. Et plus nous lisons et nous relisons ces livres, plus les arbres en nous grandissent. Et plus nous sommes nombreux à lire ces livres, plus la forêt s'étend et nous protège. Aujourd'hui, en 2050, cette forêt est menacée. Elle a failli être entièrement détruite. Des pans entiers de connaissances sont perdus. Des technologies que nous pensions maîtriser sont oubliées. Nous sommes incapables de produire certains antibiotiques. Nous sommes incapables d'envoyer un satellite dans l'espace. La forêt de connaissances doit absolument être replantée. Mais comment ? En 2050, les livres sont devenus extrêmement rares. La plupart ont brûlé dans des réchauds de fortune pour se chauffer pendant la guerre. Ces livres sont des rescapés, comme vous, comme moi. Celui-ci, par exemple, un exemplaire des pensées de Blaise Pascal. Blaise Pascal, mathématicien, physicien, philosophe, mystique, inventeur de cette petite machine à calculer en laiton, la pascaline, considérée comme l'ancêtre de tous les ordinateurs. Et c'est moins connu, entrepreneur de transport public, avec le carrosse à 5 sols. Cet homme était une forêt à lui tout seul. Nous l'avons pris comme modèle pour notre école. Car si une école doit produire des graines d'humanité, si elle doit former des hommes et des femmes capables de reconstruire le monde s'il venait à s'effondrer, alors aujourd'hui, en 2050, une école doit former des polymathes. Polymathes. Polymathe, poly, plusieurs. Polymathe, plusieurs connaissances. Quelqu'un qui excelle dans plusieurs domaines de connaissances. Notre école de polymathe se trouve dans un petit village, loin des villes, près d'une ferme. Nous y accueillons des enfants d'horizons divers, souvent des orphelins de guerre. Autant de filles que de garçons. Tous portent le même pourpoint de drap sombre. Et si votre enfant nous rejoint, peut-être il ne deviendra pas Blaise Pascal, il n'y a qu'un Blaise Pascal, mais assurément ici, il développera une puissance de concentration hors du commun, une mémoire extraordinaire et une justesse de raisonnement que vous pourriez trouver rapidement exaspérante en tant que parent. Oui, ici, nous développons le talent. Vous trouvez ça peut-être un peu exagéré de demander autant à des enfants ? Pourtant, les enfants sont capables de prodiges si on les leur demande. Et vous aussi, vous seriez en train de devenir des polymathes si, comme eux, vous aviez rejoint une école où on se préoccupe de ce talent. Mais comme moi, vous êtes nés avant la guerre,
Avant la guerre, le talent était suspect. On se méfiait du talent. On le laissait en jachère et il finissait toujours par s'étioler. Avant la guerre, l'omniprésence des machines nous donnait le droit d'être un peu paresseux et d'en demander peu à ce talent, au nôtre et à celui des autres. Avant la guerre, les connaissances n'étaient pas stockées sur des cerveaux d'enfants, elles n'étaient pas stockées dans des livres, elles étaient stockées dans un réseau de réseaux. Un réseau tellement robuste que nous avons fini par lui confier toutes les informations, toutes les communications. Les photos de famille, les conversations téléphoniques, les relevés bancaires, les transactions financières, le fonctionnement des usines et même celui des centrales électriques. Quel beau chemin parcouru depuis la Pascaline. C'était la plus gigantesque bibliothèque de connaissances jamais construite par les hommes. Et nous y avions tous accès, sans restriction, gratuitement, à tout moment. Et plus cette bibliothèque grandissait, et moins nous, humains, nous avions l'envie et le besoin d'apprendre et de se souvenir. Pourquoi se souvenir, au juste ? Cette machine était éternelle. À en croire ses concepteurs, elle ne devait jamais faire défaut. Vanité des hommes, aurait dit Blaise Pascal. Internet est tombé un mardi matin à 7h25, et avec lui tous les réseaux qui lui étaient de près ou de loin connectés, pour une raison que nous ne connaîtrons jamais. Je m'en souviens très bien. J'étais un petit garçon à l'époque. Je prenais mon petit déjeuner, je me préparais à aller à l'école. Ma mère était très inquiète ce matin-là. Elle avait allumé la télévision. À la télévision, on nous parlait d'une escalade de violence entre deux superpuissances dans la zone Pacifique. Soudain, l'image sur la télévision s'est gelée. Et très peu de temps après, l'ampoule au plafond, la télévision elle-même, se sont éteintes. Partout, c'était noir. À l'intérieur de l'appartement, à l'extérieur, dans la rue. Ma mère s'est jetée sur son téléphone portable pour s'en servir comme d'une lampe torche, mais son téléphone ne fonctionnait plus normalement. Et rapidement, lui aussi, s'est éteint. Vous connaissez la suite. Tout est tombé en même temps. Les réseaux, les communications, les monnaies, la confiance. Et personne n'était là pour relancer cette machine. Les hommes des villes, dans leur colère, ont tout saccagé, puis tout incendié. Les banques et les banquiers, les ministres dans leurs ministères, et même les bibliothèques. Lorsque nous avons fondé cette école, tous les professeurs se sont réunis et nous nous sommes posé la question essentielle, qu'est-ce qui fonde véritablement un homme ? Qu'est-ce que nous devons transmettre en priorité à ces jeunes polymathes ? La volonté, a dit le professeur de philosophie. Il leur faudra une volonté d'airain pour se soumettre à tous ces apprentissages. La mémoire, a dit le professeur d'histoire. Il leur faudra une mémoire hors du commun, digne de celle des érudits de la Renaissance. La raison, a dit le professeur de mathématiques en riant, ce serait une bonne chose qu'ils ne se farcissent pas la tête avec trop d'erreurs et de fausseté, quand même elles seraient imprimées dans des livres. Volonté, mémoire, raison, voilà le socle de l'apprentissage de nos jeunes polymathes. Volonté. L'envie d'apprendre est le capital le plus précieux d'un enfant. C'est aussi le plus fragile. Ici, chaque enfant est suivi par un préfet des études. Le préfet est là pour le rassurer, pour l'encourager, mais aussi pour le pousser dans ses retranchements, pour qu'il continue d'expérimenter, d'explorer tous les domaines dans lesquels il pourrait avoir envie d'exceller.
On est souvent timide face à son propre talent. Ce sont les préfets qui leur enseignent aussi les techniques de concentration que nous avons mises au point, des techniques de respiration très simples pour qu'ils puissent se mettre au travail sans effort et maintenir leur concentration constante pendant quelques heures. Mémoire. Vous avez dû entendre que certains de nos élèves étaient capables de réciter l'Iliade d'Homère et la Divine Comédie de Dante par cœur. C'est vrai. Et vous aussi, vous en seriez peut-être capable si, comme eux, vous aviez été initiés aux arts de mémoire. Dans notre école, nous leur enseignons à construire des palais de mémoire. Un palais de mémoire, c'est un espace mental dans lequel ils apprennent à ranger leurs souvenirs et leurs apprentissages. Lorsqu'ils arrivent ici, leur palais n'est pas plus grand que leur chambre. Quand ils nous quittent, le palais est devenu une architecture aussi vaste et organisée qu'une cathédrale, prête à recevoir une très grande bibliothèque. Raison. Chaque nouveau monde scelle un nouveau pacte avec la raison. La logique que nous enseignons à nos élèves est triple. Logique du langage, celle des hommes. Logique mathématique, celle de la nature. Enfin, logique informatique, celle des machines. Nous leur enseignons ces trois logiques, avec autant de profondeur. Mais je ne parlerai que du langage. N'est-ce pas du langage que dépend la paix future entre les hommes? Ici, nous leur enseignons à détecter toute forme de mensonge, d'approximation et de trucage dans les discours, pour qu'ils se les interdisent à eux-mêmes. Les travaux pratiques se font à partir d'un trésor, quelques exemplaires de journaux imprimés avant la guerre. Ce sont des mines, des trésors d'approximation et de trucage. Alors, volonté, mémoire, raison, une fois que nous avons posé ce socle, eh bien, l'enfant peut enfin commencer à apprendre. Apprendre quoi, me demanderez-vous? Apprendre tout. Apprendre tout ce vers quoi son talent le portera. Je vous rassure, ces enfants restent des enfants, ils font du sport, ils jouent beaucoup, au ballon, à la corde à sauter, à 1000 jeux que je serais bien en peine de vous décrire. Mais si vous leur demandez ce qu'ils préfèrent dans notre école, je crois que beaucoup vous parlerez de nos promenades en forêt. La forêt, la vraie. Elle est au dehors, tout proche. On en sent la présence partout dans l'école. Elle nous aide à faire comprendre aux enfants quelque chose de simple, mais de très puissant. Le trésor le plus précieux de notre école n'est pas dans la bibliothèque. Il n'est pas non plus dans les machines que nous leur enseignons à construire et à réparer. Non, le trésor est là, au dehors, dans cette forêt, dans tout ce qui vit. Alors le samedi matin, nous emmenons les enfants pour cette promenade pour leur apprendre à regarder la forêt pousser. La règle, c'est de ne jamais dire un seul mot. C'est une promenade silencieuse. Dans cette forêt, ils voient toutes sortes de plantes, des arbres très variés. Ils voient aussi des animaux, des biches, des hérissons, des renards. Un jour, nous les avions emmenés pour observer quelques jeunes fougères. Quand soudain, un loup est sorti des broussailles. J'ai envoyé un bras pour essayer de les protéger. Je regardais les enfants, mais aucun d'entre eux n'a bougé. Aucun d'entre eux n'a dit un mot. Ils sont restés silencieux à regarder le loup, et le loup, en réponse, les a regardés. Il a penché la tête, comme pour les saluer. Et puis il est parti. Alors vous voyez, ces jeunes polymathes, ces graines d'humanité, sauront bientôt bâtir des villes entières, construire toutes les machines. Mais pour rien au monde, ils ne laisseraient détruire un arpent de cette forêt, même pour en faire des livres. Chérissez la connaissance. Merci.